Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, nous avons donc dit que nous avions établi une équation relativiste de mécanique quantique relativiste et qu'il fallait vérifier l'invariance relativiste. En fait, cela concerne deux choses. D'abord, vérifier que l'équation est bien invariante sous les transformations de Lorentz, mais également vérifier que si on prend une situation donnée, donc une fonction d'onde, et que l'on fait une transformation de Lorentz, de la fonction d'onde et de l'équation, le résultat est que cette équation transformée est bien la solution de l'équation transformée. Donc la fonction transformée est bien la solution de l'équation transformée. Donc là, on a réellement une invariance relativiste. Alors, pour ce qui est de l'invariance de l'équation, proprement dite, ça c'est assez évident, puisqu'on a vu que ces composantes obéissaient à l'équation de Klein-Gordon, et celle-ci est manifestement relativiste. L'équation de Dirac est donc aussi évidemment relativiste. Pour ce qui est de l'autre situation, transformer les fonctions d'onde, c'est un peu plus délicat. Alors, c'est OK pour les translations. On vérifie de manière assez triviale que si on effectue une translation des fonctions d'onde et de l'équation, on obtient effectivement une solution qui est solution de cette équation transformée. Il reste le cas des transformations de Lorentz proprement dit. Donc les équations de Lorentz qu'on décrit par une matrice lambda qui transforme les coordonnées. On écrit alors l'équation de Dirac et l'équation de Dirac transformée, c'est-à-dire, puisqu'en fait l'équation est invariante, utilisant psi', la fonction d'onde transformée. Et les coordonnées x' sont données par par lambda x, la matrice agissant sur les coordonnées. Cela permet d'obtenir une relation entre psi et psi', et on recherche une transformation, sous les transformations de Lorentz, de la fonction d'onde, qui est locale et supposée linéaire. La localité, en tout cas, est une évidence. Et donc, on recherche une solution du style psi' égale S lambda psi, où S est une certaine matrice qui dépend de la transformation de Lorentz. Et après quelques calculs utilisant cette méthode, on obtient que S gamma mu S-1 est égal à lambda moins 1 fois gamma nu. Il reste à trouver des matrices S qui satisfont cette relation. Alors, le plus simple, c'est de considérer des transformations infinitésimales. Donc, de toutes petites transformations. Le passage entre transformations finies, en général, est assez facile. On prend donc des transformations infinitésimales qui s'écrivent lambda égale le tenseur métrique, qui correspond à un changement identité, plus oméga, une matrice de changement de transformation dont les composantes sont infinitésimales. On développe S lambda en série, ce qui donne I moins I sur 4 fois sigma mu nu fois la matrice oméga mu nu. Où sigma mu nu est une matrice antisymétrique et dont les valeurs sont à trouver. Mais une fois qu'on a ça, c'est assez facile. On effectue quelques calculs avec cette relation-là et on trouve facilement que sigma mu nu est égal à I demi gamma mu donc le commutateur de gamma mu et gamma nu. Et à partir de là, on calcule facilement les transformations finies. Donc, on a abouti à une transformation S des fonctions d'onde qui permet de respecter l'invariance relativiste. Le but est atteint. Mais on peut aller un peu plus loin parce que c'est intéressant.
Pour aller plus loin, on utilise une représentation des matrices gamma qui est assez particulière, appelée représentation chirale. Alors on a vu la représentation Dirac, la représentation de Majorana, la représentation chirale, donc gamma 0, c'est-à-dire bêta, égale 0 moins i 0. Alpha est égal à sigma, donc les matrices de Pauli. Donc pas le sigma ici, mais le sigma des matrices de Pauli, moins sigma, et gamma égale 0 sigma moins sigma 0. À partir de là, on calcule facilement les sigma minus pour cette représentation. Dans cette représentation, un des gros avantages, c'est que les spineurs phi et chi, donc qui représentent les deux parties de la fonction d'onde, du bispinner, les spineurs phi et chi se transforment indépendamment l'un de l'autre sous des translations ou sous des rotations spatiales, ce qui simplifie certains calculs. On choisit toujours les représentations qui sont les mieux adaptées à certains traitements. Ensuite, on construit les générateurs des translations et des transformations de Lorentz, c'est-à-dire les opérateurs qui, appliqués à la fonction d'onde, permettent d'obtenir le résultat d'une translation ou d'une transformation de Lorentz. On les appelle typiquement P, c'est l'impulsion en fait, l'impulsion de la particule est le générateur des translations, et W. Après quelques calculs, on trouve que W carré a pour valeur propre moins M carré, les valeurs propres de l'impulsion, fois S plus 1, où S est un entier ou un demi-entier, en fait, le spin de la particule. C'est particulièrement intéressant parce que on n'avait pas encore parlé du spin et cela montre quelque chose qui est souvent dit, à savoir que le spin a un caractère relativiste. Actuellement, jusqu'ici, nous avions vu le spin tout à fait séparément du reste de l'équation de Schrödinger. On introduisait le spin à part. Et donc, en fait, on voit que quand on considère les générateurs des transformations de Lorentz, le spin apparaît naturellement. Le spin est lié à la relativité. Et après quelques calculs utilisant cette représentation-là, on calcule les valeurs propres dans le cas de l'équation de Dirac, et on trouve que S égale 1,5. C'est-à-dire que l'équation de Dirac décrit des particules de spin 1,5, comme par exemple l'électron, ce qui était évidemment souhaitable. Dirac a construit cette équation pour décrire les électrons, et donc forcément le spin 1,5 était recherché. L'équation de Klein-Gordon, elle correspond à des particules de spin 0. Alors, un petit détail aussi utile à savoir, c'est qu'on aime bien construire des relations du type psi bar, donc comme nous avions vu dans la vidéo précédente, fois une certaine combinaison des matrices et autres, fois psi. Alors ce type de combinaison, appelée combinaison bilinéaire, est très utile et très rencontré dans la théorie et en particulier en physique des particules. En physique des particules, beaucoup d'interactions entre particules peuvent se représenter par de telles combinaisons. Et on montre avec les relations précédentes que psi bar, psi est un scalaire, c'est-à-dire que sous une transformation de Lorentz, il reste identique, que psi bar gamma mu psi se comporte comme un vecteur, donc une particule vectorielle, psi bar sigma mu nu psi a, lui, un caractère tensoriel antisymétrique, psi bar, alors j'ai oublié d'écrire, de noter une notation, gamma 5, c'est gamma 0 fois gamma 1, gamma 3, gamma 2, gamma 3. C'est la multiplication de toutes les matrices gamma.
Attention, il y a quelques variantes chez les auteurs. Certains rajoutent l'unité imaginaire, d'autres utilisent un signe différent. L'important, c'est de savoir que c'est la multiplication de toutes les matrices gamma. Donc, psi bar gamma 5 psi est appelée une particule pseudo-scalaire. Alors pourquoi? Mais parce que, d'abord scalaire, parce que quand on fait une transformation de Lorentz, elle reste identique, mais sous une transformation de parité, elle change de signe. Donc cette fonction représente la parité moins 1. Et de même, psi bar, gamma 5, gamma mu, psi, et psi 4, et gamma 4 ici, les 5 matrices gamma. Gamma 5, gamma mu, psi, a un caractère pseudo-vectoriel, c'est-à-dire comme un vecteur, qui se transforme comme un vecteur, et avec changement de parité, avec une parité négative. Voilà, donc ce que nous dit l'invariance relativiste. Donc c'est quand même intéressant, puisque on vérifie donc que la théorie respecte bien la relativité, ce qui était après tout le but recherché, et qu'on décrit des particules de spin 1,5. De plus, nous avons vu dans la vidéo précédente qu'on obtient une densité positive qui peut représenter la densité de probabilité. Donc on a presque tout. On verra qu'il y a quand même des difficultés. Et pour arriver à cela, on va commencer maintenant à examiner les solutions. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons les solutions en ondes planes de l'équation de Dirac. Je vous remercie.